Mon père était un homme, c'est que bien entendu, il était fier de ses racines italiennes, comme moi-même, mais cette fierté de ses racines, justement, lui avait fait ressentir une honte profonde des Italiens de l'époque, c'est-à-dire de l'Italie mussolinienne, qui avait déclaré la guerre à la France à une époque où la France avait un genou à terre, et c'était ça que mon père n'avait pas. Il n'a pas trouvé très élégant que l'Italie déclara la guerre à la France à un moment où celle-ci avait été déjà très, très éprouvée par les attaques allemandes, où elle avait un genou à terre. Et sa fierté d'Italien en avait pris un coup. Il faut dire d'autre part que mon père était un homme qui avait au fond de lui-même une certaine francophilie. C'est un homme qui avait pris l'habitude d'avoir des relations d'affaires avec des ingénieurs français. Il y avait des ingénieurs et des hommes d'affaires français qui avaient laissé leur nom à certaines rues de l'époque coloniale. Par exemple, il y avait Georges Marquet. Il y avait Georges Marquet qui avait une petite rue Georges Marquet, celle qui arrivait juste en face de la prison. Et il y avait également la rue Paul Faucon, qui était à Piqueville, dans le quartier de Piqueville. Et Paul Faucon était un grand fermier, un grand colon de l'époque, avec lequel mon père entretenait des relations d'affaires, disons, sympathiques. Paul Faucon donnait beaucoup de travail à mon père. Mais indépendamment des affaires, mon père avait certaines affinités avec ces Français. Il les aimait bien. Il aimait leur élégance, leur façon de faire, leur façon de s'exprimer. Oui, alors ma mère, c'est pareil. Je pense qu'elle avait le même état d'esprit que mon père. Elle avait une excellente culture italienne. Et elle avait une excellente culture aussi française. Je me rappelle qu'elle chantait des chansons françaises, des chansons qui avaient été imaginées par la propagande pour montrer les Allemands, les Boches, comme des ogres, pour ainsi dire. Et elle chantait ces chansons, elle chantait des chansons de Bert Silva, par exemple. Donc elle chantait des chansons italiennes et elle chantait des chansons françaises à me faire venir les larmes aux yeux. Et elle avait aussi cette ambivalence, disons, d'être fière de ses racines, mais en même temps d'aimer le contact de la culture française. Et je ne peux pas répondre exactement sur ce qu'elle a ressenti à propos du départ de mon grand frère qui s'apprêtait à rejoindre le général de Gaulle. Mais je pense qu'elle a certainement ressenti ce que ressent toute mère vis-à-vis de son fils, hein, c'est-à-dire le déchirement du départ, que ce soit pour rejoindre le général de Gaulle ou que ce soit pour rejoindre pour une autre séparation. Pour elle, c'était un éloignement que ressent toute mère. Voilà. Bon, c'était avant qu'il rejoigne Leclerc et de Gaulle. Ça se passait aux alentours de Sfax, là où nous étions réfugiés. Paradoxalement, nous étions réfugiés à côté du camp de ravitaillement italien. Et nous étions donc exposés au bombardement. Et alors un soir, je me rappellerai très bien qu'il m'aidait, il participait un peu disons, à ma culture spirituelle, à ma culture chrétienne, hein, je dirais. C'est-à-dire que nous récitions ensemble le soir le Notre Père et le Je vous salue Marie, tel qu'on le récitait à l'époque, puisque le Notre Père c'était le vouvoiement.
et non pas le tutoiement qui a été imposé après Vatican II. Et alors, il m'apprenait par cœur donc ces deux prières, et ces prières étaient destinées donc à conjurer un peu les peurs de la guerre, les peurs des bombardements. Et un soir précis, je me rappellerai comme si c'était hier, c'était un soir de grand clair de lune, au moment où nous récitions cette prière ensemble, nous partagions, je ne dis pas la chambre parce que ça n'était pas dans une chambre, nous étions dans l'entrée, et au moment où nous récitions cette prière, nous étions en face de la grande porte d'entrée à 2 battants, et tout d'un coup, il y a eu une déflagration épouvantable, et cette porte s'est ouverte en grand. Les 2 battants se sont ouverts, le clair de lune est entré, c'est un des souvenirs qui m'ont le plus frappé, et l'alerte a été donnée par le camp italien de ravitaillement qui s'appelait la Consistenza à cette époque-là. Alors bien entendu, nous n'avions pas terminé notre prière, nous avions pris nos jambes à nos coups pour courir vers les abris qui ne se trouvaient pas loin. Il faisait très beau, l'air était tiède, et donc c'était une des peurs comme nous en avions l'habitude pendant la période des bombardements. Voilà. À cette époque-là, toute la communauté sfaxienne comprenait des Français comme lui, c'est-à-dire des Français qui étaient d'origine métropolitaine, mais d'autres Français qui étaient d'origine diverses, siciliennes, maltaises, grecques et autres. Et tous les jeunes de cette époque, tous les jeunes, je veux dire la plupart des jeunes tels que je les connaissais, en dehors des Italiens qui bien entendu avaient choisi disons, de défendre le fascisme, tous ces jeunes avaient décidé de répondre à l'appel du général de Gaulle et étaient conscients que la colonne Leclerc, qui était partie du Tchad, remontait vers le nord de l'Afrique. Et c'est à ce moment-là que mon frère, comme mon cousin, comme mon beau-frère Charles, sont partis. À cette époque-là, mon grand frère était déjà français depuis 1940, je crois, mais moi j'étais encore italien. J'étais italien, je ne peux pas cacher qu'à cette époque-là, cette sensibilité italienne était ancrée en moi en profondeur, et je m'intéressais beaucoup aux soldats de l'occupation, c'est-à-dire plus les Allemands que les Italiens eux-mêmes. J'avais même une certaine admiration parce que, à l'époque, c'était l'image qu'un gosse pouvait se faire du soldat avec un bel uniforme. Et à cette époque-là, d'ailleurs, il était difficile de se faire une idée, surtout pour un enfant, de ce qui se passait en France à cette époque, de ce qui se passait en Europe, avec tout ce qui se passait qui a été découvert par la suite, toute cette... je cherche à comprendre le terme. Toute cette difficulté morale dans laquelle la population française et la population européenne se sont trouvées, du fait de la présence de la Gestapo, de la pression exercée par le nazisme, parce qu'il faut se rappeler que l'Afrika Korps était une armée allemande commandée par un non-nazi qui s'appelait Erwin Rommel, et qui au début était un grand admirateur d'Hitler, mais qui par la suite a évolué. Et donc j'avais gardé cette image, donc ça m'était difficile. Alors je n'avais pas très bien compris ce qui avait motivé le départ de mon frère. Moi, à cette époque, en tant que gosse, je n'avais pas d'esprit critique, et non, je me disais, c'est un peu son problème, c'est sa motivation. Je crois qu'il est poussé par quelque chose qui le dépasse lui-même et qui, par conséquent,
l'a conduit, lui en tant que Français, puisqu'il était déjà Français, à répondre à un appel qu'il trouvait naturel, auquel il trouvait naturel de répondre. On ne discutait pas tellement entre nous. Moi j'étais gosse, moi j'avais entre 6 et 8 ans. Bon, la guerre en Tunisie a commencé à 41 ans. Hein. Et ce que je me rappelle, c'est que nous n'avions qu'une idée en tête, c'était de jouer. Et nous jouions comme jouent les enfants dans les guerres d'aujourd'hui, c'est-à-dire sans le souci des adultes, c'est-à-dire le souci des adultes qui est de faire bouillir la marmite, qui est de protéger les enfants. Les enfants, nous avions la même insouciance que les enfants de maintenant. Et je me rappelle qu'on jouait à Blanche-Neige et les 7 nains, c'est-à-dire à faire les 7 nains qui rentraient avec les outils sur l'épaule, parce qu'à l'époque il s'agissait de construire des tranchées, des abris contre les bombardements. Mais nous prenions cela comme un jeu. Nous prenions cela comme un jeu, et ce qui ne nous empêchait pas d'avoir la peur au ventre de temps en temps, dès qu'on entendait la sirène, hein, bien entendu. Donc, on ne pensait pas à discuter entre nous de ce qui pouvait arriver au grand frère au loin. C'est une fois qu'il est parti, que nous avons réalisé l'importance de son départ. À tel point d'ailleurs que j'ai été très ému, je ne me rappelle plus à quelle époque, mon frère qui m'avait ressorti un petit papier froissé, plié, à être au point d'être déchiré. C'était un papier de quadrillage scolaire sur lequel j'avais écrit une prière avec ma belle calligraphie. À l'époque, c'était les plumes gauloises ou les plumes sergent-major, avec l'encre qu'on trempait dans les encriers en porcelaine. J'avais écrit une prière pour mon frère, pour qu'il soit protégé par la Sainte Croix de Jésus-Christ. Hein, c'était le sens, j'avais dessiné une belle croix, et donc je demandais au Christ, priez pour nous et protéger mon frère. Et alors mon frère, je ne me rappelle pas, je crois que je lui avais envoyé par la poste, et il a gardé ça précieusement, il me l'a ressorti des dizaines d'années après. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Mes parents se faisaient un souci énorme de ce qu'ils allaient pouvoir nous apporter à manger. Bon, et il y avait toujours un arrangement pour trouver quelque chose, mais celui qui a été le plus diligent dans l'histoire, c'était justement mon frère Eugène, qui travaillait à l'époque dans une huilerie et qui avait la possibilité de s'approvisionner de différentes façons, ce qui nous a permis d'être nourris à peu près correctement, ce qui ne nous a pas empêché d'ailleurs, à l'époque des pénuries, de boire de l'orge grillée à la place du café, et de ne pas pouvoir faire un repas. Nous étions obligés de faire des repas frugaux, mais les enfants, les jeunes enfants, pour mes parents, ils passaient avant eux-mêmes, un peu comme l'albatros.